Bonjour et bienvenue à tous donc pour la 13e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Donc en fait cette vidéo va se concentrer donc sur la première partie du 6e tome de luxe qui a été publié par la Kodansha. Donc plus que jamais, pensez à regarder les vidéos antérieures afin de bien comprendre tout ce qui est dit. Et pour cette vidéo, je fais quand même pas mal de références, notamment à la 7e, à la 9e et à la 11e vidéo. Et de plus, je parle énormément de l'époque de la guerre des gangs, donc du début du manga. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans ce qui a été dit auparavant. Donc dernièrement, on s'était donc arrêté, donc en fait on avait retrouvé Kei après son combat contre Tetsuo. Elle conversait alors avec Chiyoko. Pendant ce temps, donc au stade olympique, l'armée américaine se trouvait face à l'homme lanterne. Tetsuo avait réapparu dans les gravats, et donc il se trouvait face à Kaori. Et donc Kaneda et sa bande se trouvaient donc à l'entrée du stade, et donc ils étaient prêts à lancer leur première offensive. Le colonel en page titre de cet épisode 97, sorti le 1er mai 1989 dans les planches de Young Magazine. Un portrait perspicace qui nous dévoile toute sa conviction, baignée par une sauvage élégance. Sans nul doute que ce chapitre va relater l'activation de son plan, et la façade de ses yeux nous dépeint à la perfection son objectif. C'est la 6e exhibition du militaire en page titre, et nous nous souvenons tous de la première, lors du 22e épisode, apparu il y a plus de 5 ans. Le contraste entre les deux illustrations est sidérant, et définit parfaitement bien toute l'évolution du personnage. Les planches qui suivront marqueront aussi le début du tome 6 de luxe, et pour introduire ce dernier, Otomo va élaborer une double page inédite, nous montrant Kaneda et Kai sur leur engin de guerre, au cœur de l'arène olympique. Ceci dit, tout commence avec une vue du ciel depuis les ruines périclitées de la ville. Sur son dirigeable, Simons cherche un endroit où atterrir. Dans le stade, la Security Ball poursuit son avancée dans les tribunes, mais se fait très vite prendre en chasse par la milice du Grand Empire. Nos adolescents tentent de riposter, mais ils recevront une roquette en pleine tête. À l'intérieur, l'armée américaine, toujours postée face à l'homme lanterne, se surprend de ce soudain vacarme. Yamada profite d'un moment d'inattention pour se ruer sur son ennemi et lui déchiqueter d'un tir précis la main droite. Immédiatement, dans une maîtrise gestuelle parfaite, il lui assène un violent coup de crosse sur le crâne. L'homme lanterne s'écroule au sol. Et le lieutenant, sans aucune pitié ni hésitation, lui crible la cervelle de balles, mettant définitivement fin à l'existence de ce personnage qui avait su imposer sa prestance avec tant de véhémence. Dehors, la récente explosion laisse place à la dissipation d'une fumée lourde et lapidaire. La Security Ball refait surface, et Kaneda, calligraphié par son acerbité, fonce droit sur les soldats de l'Empire. Pendant ce temps, Kaori est toujours face à Tetsuo qui tente de se relever. Ce dernier, suffocant et exténué, lui ordonne de partir. Mais la jeune fille est inquiète et souhaite prodiguer des soins à ses blessures. Numéro 41 insiste, il lui somme de fuir, le plus loin possible. Mais Kaori s'obstine à rester. Dans un dernier cri de désespérance, le mordant d'un regard convaincant et irradiant, il réitère sa requête. Et une vue plongeante, oppressante, nous dévoile ses boursouflures corporelles s'émanciper de nouveau. Le visage de Tetsuo n'est alors qu'un amalgame d'impuissance et de tiraillement. Kaori est effaré et sclérose son ombre portée sous un cri de détresse. Brusquement, numéro 41 se redresse, hurle d'une affliction profonde, et son bras droit tuméfié se dégrafe de sa corpulence. La jeune fille observe avec dégoût ce spectacle horrifiant. L'amas de chair s'écroule au sol, et Tetsuo, recherchant indéfiniment son souffle, parvient à s'en séparer définitivement. Toujours perturbé par la présence de sa douce, il lui demande de nouveau de fuir, et, poussant un cri d'agonie, la partie droite de son corps se met à bouillonner, pour enfanter une nouvelle main. Kaori s'éloigne, mais reste hésitante. Elle contemple son tendre hurler pour la énième fois, mais l'écroulement de la façade l'oblige à armer une course infernale. Un autre pan du stade s'effondre donc, et, au-delà de l'épaisse fumée en lévitation, une silhouette apparaît depuis les gradins. Le colonel, enrobé d'un regard déterminé. De son côté, Tetsuo tâche de se maîtriser, et, face à l'évidence, il écarquille les yeux, crispe sa mâchoire, beugle d'une abstrusion manifeste. Il contemple,
dans une douce incompréhension, sa main droite avec la même physionomie que lorsqu'il constata sa dilacération suite aux tirs répétés de Sol. Cependant, il perçoit parfaitement la présence du militaire et se retourne. Il est toujours profondément exténué. Le chef des armées, dans une gestuelle théâtrale somptueuse, retire son poncho afin de pleinement se dévoiler, et prononce alors cette phrase qu'il avait su émettre durant le délire de Tetsuo. « J'ai tant attendu ce moment. » L'adolescent le regarde de ses yeux juvéniles, trop heureux de la régénérescence de son bras. Mais le colonel garde son sang-froid. Il pointe sans hésiter son arme sur le jeune homme dans une vignette convulsée par sa verticalité. Et une image tramée nous montre numéro 41, joyeux, avec la marque du laser sur le biceps. Le militaire active le mécanisme, sous un poudroiement hypnotisant. Depuis les profondeurs taciturnes de l'espace, un cadrage serré sur le satellite nous est alors dépeint, en train de dissiper son rayon phosphorescent et longiligne. La salve traverse la masse nuageuse et percute les gradins du stade avec éloquence. Au vu de l'explosion, on en conclut immédiatement que le colonel était prêt à mourir pour accomplir à bien sa mission. Le souffle émis met à terre la milice de l'Empire, martèle de débris la Security Ball de Canada, illumine Yamada et ses soldats dans la stupéfaction, et projette Kaori dans une curieuse hébétude. Dans le hall spacieux où sommeillait numéro 28, Migite et ses sbires se surprennent de cette soudaine déflagration. Ils se demandent si elle fut le fruit des Américains, de Tetsuo ou de Miyako. Mais notre Golden Boy réagit et prie à ses hommes de se calmer. Tant qu'Akira est là, nous ne risquons rien. Et en effet, le jeune môme est bien présent, escorté par des guerriers d'élite. Dans le porte-avions, Mike dévale le couloir à grandes enjambées. Il a l'air exténué. Au laboratoire, il annonce à ses confrères la toute récente activité de Sol. Et pendant qu'une effervescence se fait sentir sur le pont du navire, il leur apprend que des bombardiers sont sur le point de s'envoler pour Néo-Tokyo. Les scientifiques restent perplexes. Avant de mener une éventuelle attaque, il aurait été bon de connaître les motifs et objectifs d'une telle activation. Surtout que dans le passé, ils avaient osé faire une corrélation entre les salves du satellite et les manifestations destructives d'Akira. D'où leur crainte. Joris pense d'ailleurs tout de suite à Simons. Un avion de chasse commence alors à décoller. Depuis son poste de contrôle, l'amiral est catégorique. Inonder la ville de missiles. Il souhaite la convertir en un amas de décombres stériles, et le visage qu'il offre, empli d'animosité, est la preuve inconditionnelle de sa détermination. Au stade, la poussière poursuit sa lente déambulation. Dans les airs, toujours sur sa plateforme, Joker est maintenant tout proche. Il contemple des débris, rescapés de cette récente explosion. Depuis son point de vue aérien, on distingue clairement le colonel sur ce qu'il reste des gradins. Numéro 41 est juste un peu plus bas. Il est évident que ce dernier, à la venue de tir spatial, généra autour de lui une enveloppe de protection. Et ce ne lui fut pas difficile d'anticiper une telle réaction, vu qu'il visualisa cet instant durant son délire. Ainsi, il offrit un véritable sursis au militaire qui, même s'il se trouvait à plus de 10 mètres de sa cible, s'était visiblement condamné en activant le mécanisme. Ce qui en dit long sur ses remords et sur ce sentiment de culpabilité qui sut l'habiter depuis tout ce temps. Mais Joker réagit et, sans se faire attendre, fonce sur Tetsuo pour le cribler de balles. L'adolescent se retourne, ne donne nullement l'impression d'avoir reconnu le boss des clowns et, dans un spasme incompris, boursoufle son corps pour propulser une masse visqueuse sur l'engin volant. La matière sirupeuse s'agrippe au blouson de Joker. Il panique. Et une planche époustouflante nous montre un amas de chair compacte s'élevant dans les airs, d'où s'écarquille soudainement un regard pénétrant et pétrifiant. Le colonel tente de réagir et s'apprête à effectuer un deuxième tir. Mais le mécanisme ne répond pas, et il est déséquilibré par ce Tetsuo métamorphosé en un fœtus répugnant et tuméfié. Depuis les gradins, Kai et Kaneda observent cet hallucinant spectacle et restent éberlués. Ils se font très vite surprendre par la destruction du stade qui poursuit son cours sous la chute brutale de cette matière fétale. Toujours élancé dans sa course échappatoire, Joker revient cependant à la charge et perpétue son mitraillage, provoquant de véritables geysers poisseux sur le crâne de Tetsuo. Mais ce dernier semble maintenant porter une attaque plus corrosive sur son rival, en éjectant une plantureuse viscosité musculaire. Le boss des clowns accélère. Il souhaite s'éloigner du stade au plus vite et, dans sa folle escapade, remarque la présence de Kei sur les hauteurs de l'édifice. Il la nomme, bien qu'il ne la connaisse pas et ne l'ait jamais vue. La jeune femme présente un visage corrompu par la concentration,
et contemple cette protubérance charnelle qui s'écrase sur sa personne. Mais elle s'est instantanément téléportée pour se positionner au centre de l'arène sportive, devant ce fœtus incoercible. La voix de Miyako résonne alors dans son crâne. On sent la vieille interrogative, se demandant si elle se trouve face à une forme de régression ou à une forme de régénération. Peu importe, elle implore Kei de ne pas s'apeurer et d'utiliser tout son potentiel dans cette attaque. La jeune femme amorce sa course. La casse s'enrobe de lignes parallèles. Sur une succession de cadrages cinématographiques et sous le regard impassible de cette masse charnelle, Kei prend son envol et pourfend le pectoral gauche de Tetsuo. Il en résulte une éclaboussure phénoménale, et la violence du coup est telle qu'elle finit par arracher l'intégralité du membre supérieur. Numéro 41 clôt ses paupières et hurle d'épouvante. Il offre à ce moment un faciès sidérant qui me rappelle celui qu'il arborait le jour de sa venue au monde. La ressemblance est d'autant plus forte si nous retournons la planche qui présentait cet événement à la fin du tome 4. Même inclinaison du visage, même concavité buccale, même tristesse dans le regard, même mouvance corporelle. Le parallèle est troublant, ce qui nous prouve bien que Tetsuo, au travers de cette mutation incomprise, est en train de régresser à un état initial, de revenir à l'origine même de ses souffrances, liées à la réminiscence de sa propre naissance. Mais il peut aussi se régénérer vers cet état initial, afin de se rénover, pourquoi pas, ce qui confirmerait les doutes émis par Miyako. Ceci dit, le coup porté par Kei est trop puissant, et, sous le papillotage effrayé du colonel, cette masse poisseuse s'écroule à terre, donnant l'impression de perdre en volume. La jeune femme se réceptionne, elle reste concentrée. Mais soudain, des jets fuligineux s'extirpent de cette corporalité inconstante et foncent droit sur Kei, qui tente de les esquiver. Mais elle est prise de vitesse et se fait éjecter dans les airs. Dans les couloirs du stade, Kaori est toujours en train de courir et se surprend de ce brouhaha répété. Elle finit par rejoindre Migite et sa troupe, qui sont accompagnés par Akira, postés dans une verticalité déconcertante. La jeune fille leur annonce que Tetsuo va mal et qu'il a besoin d'aide, que son corps s'est inopinément déchiqueté. Migite reste vigilant et en conclut que numéro 41 a survécu à ce récent tir spatial. Un de ses sbires prend alors la parole et pointe l'adolescente d'un sourire sarcastique. Il t'a épargné parce que t'as baisé avec lui malgré ta sale gueule. Et une vignette impétueuse nous montre Kaori, les yeux écarquillés, vociférant dans la plus haute sincérité. Non, je ne suis pas comme ça. Dupliquant à merveille la case visionnée durant le délire de Tetsuo. Les faits sont là. Je me retrouve indéniablement face à une erreur de jugement, une erreur d'interprétation que je suis maintenir, affirmer et imposer depuis la fin de l'épisode 55. Sur cette vignette passée, donc, ce n'était pas Tetsuo qui murmurait cette phrase, mais bel et bien Kaori. Et cette erreur est tellement belle, elle est tellement révélatrice, que je ne peux que l'assumer dans la plus grande sérénité. Tout d'abord, ceci ne change rien en la précision du regard de Tetsuo lorsque nous vîmes son visage en fondu enchaîné avec cette lune décrépitée. L'adolescent continue de ne pas avoir voulu être ce qu'il est en ce moment. S'il avait réellement dit cette phrase, cela aurait considérablement renforcé sa posture, cela l'aurait affermi, mais c'est Kaori qui la prononça. Et la spontanéité avec laquelle elle l'énonce, à cet instant présent, prouve bien qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec numéro 41. La relation qu'elle sut entretenir avec le jeune n'était en fin de compte que platonique, profondément affectueuse, enrobée d'un respect mutuel fort et d'une entente réciproque implacable. Et ceci, finalement, confirme la posture de Tetsuo, l'affermit, l'amplifie même. Il n'est pas ce qu'il est en ce moment, mais surtout, il n'est pas ce que les autres s'imaginent qu'il est. En fait, on pourrait presque dire que durant tout ce temps passé ensemble, Kaori s'est plus comportée comme une mère pour l'adolescent, comme cette mère qu'il n'a jamais eue. Seule elle sut le réconforter, seule elle sut l'accompagner, seule elle sut l'écouter, seule elle sut lui pardonner. Et lorsqu'on prête bien l'oreille à la réplique sarcastique du sbire de l'Empire, on en déduit que ce dernier n'a rien compris à Tetsuo. Migite et ses hommes non plus d'ailleurs, Miyako peut-être, Kaneda et le reste de la bande sûrement, le colonel obligatoirement. En fait, seul Kaori a compris Tetsuo, et probablement Kei dans une moindre mesure, ce qui en dit long sur la sensibilité féminine. Et pour finir, le fait que ce soit Kaori qui dise ces mots prouve bien que Tetsuo avait conceptualisé cet instant durant son cauchemar, et potentiellement celui qui va suivre. C'est sûrement pour cette raison qu'il lui ordonna de fuir le plus loin possible. Mais elle resta dans le stade afin de demander de l'aide et croisa Migite. Donc,
et cela devient maintenant irréfutable, Kaori fut bel et bien le déclic fondateur du délire de numéro 41. Et elle est, à l'unanimité, son inspiration cathartique. Mais notre Golden Boy motive sa troupe. Il souhaite mener une offensive sur Tetsuo, s'en remettant à la puissance de ces deux colosses et à la protection d'Akira. J'adore d'ailleurs comment nous est exposé ce dernier lors de ses élocutions. Il a l'air totalement absent, mais tellement attentif. Migite précise à ses hommes de viser la tête, et de viser juste. Kaori est horrifiée. Elle tente de le raisonner, mais celui-ci ne veut rien entendre. Il repousse la jeune fille et poursuit sa marche. Numéro 28 devance le cortège. Il servira de bouclier en cas de problème. Mais son visage impavide nous montre bien qu'il n'en sera rien. Kaori réagit. Elle amorce une course trépidante afin de prévenir Tetsuo. Elle file donc à toute vitesse le rejoindre. Mais Migite sort son flingue et l'exécute à bout portant, sans éprouver la moindre hésitation. Une vignette albâtre nous dépeint alors cet instant douloureux. La jeune fille est touchée, à l'omoplate droite, et se cambre cruellement sous la pression de l'impact. Embringuée par la cinétique de sa cavalcade, elle s'écroule à terre, dans un silence mortifère. Sur deux planches majestueuses, au travers d'un séquençage synoptique, nous voyons cet amas de chair s'agglutiner pour posément se conformer en Tetsuo. L'adolescent se redresse, difficilement, et expose son anatomie entièrement nue. Son visage demeure pétrifié par ce qu'il vient de lui arriver. Il remarque le colonel sur sa gauche, avachi au sol, mais toujours en vie. Et son cou tourbillonne alors. Il perçoit l'impact de la balle sur l'omoplate droite de Kaori. Il perçoit sa cruelle cambrure. Il perçoit sa chute silencieuse. Et son profil s'emborde d'une commotion irréprimable. À l'intérieur du stade, nous retrouvons Kai et Kaneda, mal en point suite à leur dégringolade. Ce dernier se ressaisit et tâche de réactiver la Security Ball. Après avoir soutiré les débris qui encombraient l'engin, ils reprennent leur folle course. Écroulé au sol, le corps de Kaori s'expose dans une case lumineuse qui met parfaitement mis en évidence le dégoulinement de son sang. À la vue de cette esquisse et de sa dramaturgie, je ne peux m'empêcher de repenser à la mort de Yamagata et me demander finalement si ce ne serait pas cet instant-ci qui serait le plus sombre, le plus funeste, le plus déchirant, le plus tragique de toute cette épopée. La jeune fille respire toujours, mais son corps est sclérosé dans une position incurvée par l'entrelacement de ses membres. Son cou, oblique, comme disloqué de sa colonne vertébrale torsadée, dirige ses pupilles vers le fond du couloir. Agonisant, mais ne donnant nullement l'impression de souffrir, elle prononce difficilement de ses lèvres entr'ouvertes le nom de Tetsuo. Elle observe d'un regard diaphane les hommes de l'Empire qui poursuivent leur marche dans l'indifférence absolue. Mais ces derniers se retrouvent soudainement face à Yamada, qui réagit rapidement. Il prévient ses soldats que l'enfant en tête du cortège est Akira. Immédiatement, Migite ordonne de tirer sur l'ennemi, et deux colosses de l'Empire protègent instinctivement numéro 28. Décidément, lui, qui devait servir de bouclier en cas de problème, se voit enrobé d'une fortification humaine des plus impénétrables. Les militaires américains se mettent à l'abri, derrière des blocs de béton, afin de faire front à la fusillade. Tous déclenchent leurs armes biochimiques. Notre Golden Boy demande à son guerrier d'élite de passer à l'action. Une masse musculaire se poste donc au milieu du couloir, et, écarquillant sauvagement ses yeux, fait parler le pouvoir. Dans une cadence cinématographique, les roches qui servaient d'abri aux Yankees explosent, forçant les soldats à rebrousser chemin. Cependant, l'un d'entre eux, suite à une habile acrobatie pour esquiver les salves énergétiques, parvient à tirer. Une aiguille se plante alors sur l'épaule gauche du colosse. Il ricane. Le jeune Américain ne le perd pas des yeux, prêt à balancer une deuxième décharge. Mais soudainement, un spasme vigoureux convulse le visage tramé du guerrier d'élite. Il agrippe sa gorge, épris d'une suffocation méconnue, et s'écroule au sol, comme une merde. Migite est impressionné, et comprend qu'il ne faut surtout pas rester dans le coin. Il ordonne donc à ses hommes de fuir en vitesse, et de rassembler leurs forces dans un autre endroit. Une planche viscérale et lumineuse vient ensuite couper ce rythme de lecture frénétique et passionnant. Indéniablement, cette page ne figurait pas dans le Young Magazine, mais fut clairement rajoutée par Otomo pour l'édition de luxe. Nous y voyons Kaori dans sa même position sclérosée, agonisante aux côtés de son flux sanguin. Face à elle, Tetsuo, intégralement nu, la contemple les poings serrés. Nul doute qu'il doit être affecté par cette funèbre vision. Et dans un dernier souffle, les yeux en larmes, la jeune fille murmure d'une élocution saccadée. « Tetsuo, je savais que tu viendrais, mais maintenant. »
Migité est toujours à pleines enjambées. Il dépêche ses hommes et, ayant rebroussé chemin, se retrouve de nouveau face au cadavre de Kaori. Mais cette fois-ci, Tetsuo est à ses côtés. Notre Golden Boy se surprend de cette présence et dénote presque un regard gêné. Derrière lui, ses sbires continuent de mourir les uns après les autres, touchés de plein fouet par les BC Weapons. Migité, sans même émettre le moindre remords, demande de l'aide à numéro 41. Mais ce dernier ne prête aucune attention à l'agitation qui l'entoure, et encore moins aux jérémiades de ce premier. Cependant, l'armée américaine poursuit son avancée, et les soldats de l'Empire tombent comme des mouches. Il ne reste plus qu'un artilleur et un guerrier d'élite, qui soutient fermement Akira, pour accompagner Migité. Mais soudain, 2 aiguilles viennent s'enfoncer sur l'épaule de Tetsuo. Le jeune ausculte avec agacement ses broches, malencontreusement greffées sur sa peau. Il se redresse, et, sous le regard effrayé de Yamada, boursoufle son bras droit. À la vue de ses orbes concentrés et de son expression faciale déterminée, on sent parfaitement l'intentionnalité de numéro 41. Ici, Tetsuo agit de sa propre volonté. Il exécute un acte réfléchi. Il mute son enveloppe charnelle dans un contrôle de soi absolu. Lorsqu'il est avec Kaori, il ne faut surtout pas le déranger. S'extirpe alors de son être un amas de muscles visqueux qui pourfend le couloir et perfore, sans retenue, les soldats américains. Maintenant intégralement convertie en cette masse sirupeuse, la corporéité de Tetsuo commence à ébranler le plafond. Migité et ses 2 hommes observent la scène dans une frayeur zygomatique déconcertante. Yamada est paralysé, ses yeux totalement écarquillés par l'épouvante. Lui, qui passa tant de temps à Néo-Tokyo, lui, qui vit tant de choses étranges en ces lieux, semble contempler la réalité pour la première fois. La toiture s'écroule alors. Migité amorce sa fuite. Son artillure vient de se faire ensevelir. Kaori est toujours au sol, sclérosé dans une identique posture et en parfaite sécurité sous la masse charnelle de numéro 41. Ceci démontre bien que, même si cette mutation n'est pas aussi intentionnée qu'on ne pourrait le croire, la protection de Kaori, elle, est le fruit d'un instinct primitif des plus cogités. Cependant, Yamada reste parfaitement concentré. Il retire sa cape avec classe et s'apprête à utiliser le pic 24. Migité s'enfuit à grands pas, s'éloignant des éboulements causés par la pression corporelle de l'adolescent. Mais il est pris de vitesse et des blocs de béton s'abattent sur lui. Il s'écroule à terre, inconscient. Le lieutenant américain se couvre d'un casque. Il fait face à cette morphologie gluante qui a maintenant l'apparence d'un nouveau-né. Il est parfaitement concentré, le regard déterminé, prêt à tirer son gaz bactérien spécialement conçu par le génie génétique. Il appuie sur la gâchette, le projectile s'élance à toute vitesse et vient percuter le pectoral droit de Tetsuo. Ce dernier pousse un hurlement strident. Son corps s'emmitoufle d'une fumée épaisse et délétère. Le gaz se propage d'ailleurs dans tout le couloir. Le sbire de l'Empire tâche de secourir Migité, mais la brume nocive les occulte et ils s'éprennent, tous deux, d'une convulsion agonisante. Notre Golden Boy s'écroule à terre, asphyxié, et, dans un ultime effort, il parvient à prononcer le nom d'Akira, comme s'il lui demandait de l'aide. Mais le jeune môme le contemple dans la plus grande indifférence, et le gaz bactérien arrive alors jusqu'à ses pieds. Mais sa mouvance s'arrête net et semble faire marche arrière, à la surprise de Yamada. Durant son retour rapide, le corps de Migité nous est exposé pour nous affirmer clairement qu'il est mort comme une merde, et n'ayons pas peur de le dire. Toute la fumée regagne donc son point d'origine. Une silhouette apparaît derrière l'épaisse nuée, et un ricanement sarcastique se fait soudainement entendre. Yamada est sidéré. Son attaque a été un échec. Au temple de Miyako, la vieille est surprise par ce qu'il vient de se passer. Numéro 41 aurait recouvré ses pleines facultés. Et pour justifier ses dires, Otomo nous pond un portrait de l'adolescent tout simplement envoûtant, enveloppé d'une douce photographie. Et en contemplant plus attentivement sa figure et le trait précis de son regard, on constate en Tetsuo une certitude nébulisée, cette fois-ci, de détermination. La prêtresse est unanime. C'est comme si on lui avait injecté une sorte de drogue. Les autres mutants sont surpris. Toujours posté face à l'Américain sous tension, le jeune homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Ses souffrances se sont tout bonnement évaporées. Il réagit alors brusquement et tourne son visage sur Kaori. L'adolescente demeure sclérosée dans la même position, mais maintenant avachie sur des débris bétonnés. Ce qui prouve bien que son corps fut intégralement préservé et protégé durant cette récente crise. Tetsuo s'approche d'elle, la nomme, mais celle-ci n'offrira comme réponse qu'un regard mortifère. Sans prévenir, une aiguille de la BC Weapon percute l'épaule gauche de numéro 41.
Il fronce les sourcils, mais se ressaisit immédiatement et observe l'Américain d'une pupille exutoire. Le casque de Yamada se disloque en 1000 morceaux. Le Yankee s'enivre alors dans un mutisme absolu. Ses yeux expriment une peur lancinante. Il s'agrippe le visage, souffre. Son anatomie se convulse dans un dôme invisible. Son crâne se déchiquette sous une pression imparable. Et il finit par éclater, déféquant de toutes parts une gerbe intestinale et sanguinolente. Une violente explosion apparaît brutalement depuis les gradins du stade. Le mi-doigt de Kyoko s'enrobe subitement d'une crainte profonde. Si numéro 41 contrôle de nouveau son pouvoir, cela signifie que Kei est en danger. Ce qui nous laisserait supposer que finalement, un Tetsuo maître de ses pouvoirs, c'est un Tetsuo intégralement vide d'affliction. La prêtresse acquiesce, elle paraît contrariée. Vous avez raison, mais... Elle semble nous expliciter que ce ressentir de Yamada était une variable événementielle qu'elle ne pouvait prédire. Mais... Et nous retrouvons Kei, noyé dans les débris, qui tâche de se relever, lentement. Miyako l'appelle. De son côté, numéro 41 retourne auprès de Kaori, comme s'il était magnétisé par son inerte corpulence. Mais il porte soudainement son regard sur Akira, droit comme un i, qui observe le fond du couloir. Une sonorité mécanique se fait de plus en plus entendre. C'est la Security Ball, lancée à fond la caisse. Kaneda est toujours aux commandes, et se surprend de voir Tetsuo, qu'il remarque immédiatement, et réciproquement. Et il est d'ailleurs intéressant de comparer leur faciès de stupeur. Ils présentent, pour une sensation similaire, des traits fort différents. Mais Kaneda est très vite rappelé à l'ordre par Kai pour stopper la machine. L'adolescent freine sec, à quelques centimètres de numéro 28, qui n'aura même pas bougé, même pas bronché. Kaneda s'étonne de revoir le mutant, mais il est aussitôt interpellé par Tetsuo, intégralement nu. Enfin, nos deux jeunes se retrouvent. Enfin, ces deux meilleurs amis du monde se confrontent de nouveau l'un à l'autre. Officiellement, la dernière fois que leurs regards se croisèrent mutuellement, c'était durant cet après-midi du 16 avril, dans les tunnels souterrains. L'un se trouvait sur le mont de charge, l'autre sur une plateforme volante, et ils se virent de façon bien furtive. Quelques jours avant, sûrement la veille au soir, ils s'étaient frictionnés dans la nurserie sur une succession de 5 pages expéditives. Donc là aussi, une rencontre éphémère. Et antérieurement, peut-être l'avant-veille, ils réglaient leur compte lors de la guerre des gangs, le long des planches du 17e épisode, il y a un peu moins de 6 ans. C'est fou comme le temps passe vite. Et pourtant, à aucun moment nous ne les sentîmes éloignés l'un de l'autre. À aucun moment nous ne les perçûmes scindés, chacun dans leur monde. Et l'interpellation de numéro 41 va tout à fait dans ce sens. En s'inquiétant de l'absence du reste de la bande, il donne vraiment l'impression de n'être qu'au lendemain de cette rixe passionnelle. La réplique de Kaneda est plus en concordance avec son passé, car lui, il vit Tetsuo se faire pilonner par les rayons du satellite Sol, et il s'imaginait qu'il n'en sortirait pas vivant. Bref, le jeune demande à Kai de partir avec Akira et de prendre contact avec Joker. Il est même obligé d'insister, tant son pote souhaite rester avec lui pour l'aider durant ce combat. C'est comme si notre héros voulait se confronter seul à Tetsuo, afin d'échanger avec lui dans la plus douce intimité. Kai installe numéro 28 dans la Security Ball. Kaneda soustrait l'arme laser de sa mallette, précisant bien à son camarade de ne pas être trop brusque avec l'enfant. Pendant ce temps, Tetsuo s'empare de la combinaison d'un Janki et se vêt d'un geste indolent. Kai fait marche arrière, son visage plein de colère. Kaneda, maintenant équipé, arbore un regard grimé d'une confiance implacable. 22e apparition en solo pour Kaneda sur la page titre de l'épisode 102, sorti dans Young Magazine le 17 juillet 1989. L'adolescent propose une posture qui concorde parfaitement bien avec la chronologie de l'histoire, vu qu'il est équipé d'un laser et se trouve devant son pote Tetsuo. Même si son expression faciale et son accoutrement vestimentaire diffèrent, on perçoit pleinement le clin d'œil fait à l'affiche promotionnelle du film. Bien évidemment, Kaneda est la personne qui se retrouve le plus de fois en page titre. Cependant, sa présence est en baisse, car il fit 17 apparitions sur les 48 premiers épisodes, équivalent aux 3 premiers tomes, et 7 apparitions dans les 18 chapitres qui conforment le tome 1. Incontestablement, lorsqu'Otomo commença à esquisser les premières planches d'Akira, qui, dans sa tête, se voulait être un récit de quelques centaines de pages, Kaneda devait en être le héros, le protagoniste principal. Sa présence était d'ailleurs prohibitive en début d'histoire. Il occupait une case sur 3. Cela en devenait même indigeste. Oui, j'ai compté. Sur les 240 planches des 12 premiers épisodes, il y a 1344 vignettes, et Kaneda apparaît sur 419 d'entre elles. À titre de comparaison, Tetsuo y est 112 fois, et Kei 169.
Mais le côté beau gosse du personnage, à la fois ingénu et arrogant, nous obligea à fortement nous attacher à lui. Et nul doute que sa prestance joua un rôle crucial sur le succès initial du manga. Néanmoins, confronté tout justement à ce succès initial, Otomo se retrouva embringué dans quelque chose d'incontrôlable, et il dut s'accommoder, ce qui propulsa inévitablement Kaneda au second plan. En effet, après la guerre des gangs, notre héros ne put faire le poids devant une Kei déterminée, contre une Miyako mystérieuse, à un colonel classe ou à un Tetsuo en résonance. À part boustifailler comme un bougre ou exhiber un faciès loufoque et attachant, Kaneda n'apportait pas grand-chose à l'intrigue. Dans le tome 3, sa présence fut intégralement balayée par celle de Chiyoko, dont la combativité et la fortitude mirent KO notre adolescent. Dans le tome 4, il est absent. Et depuis son retour dans le tome 5, il passe son temps à se mettre des droites avec Joker. Bien évidemment, j'exagère, et c'est volontaire, mais ceci nous montre bien qu'en fin de compte, Kaneda n'est là que pour détendre l'atmosphère. Et sur cette présente page-titre, nous le contemplons, dans une légère contre-plongée, enjolivée d'une mature détermination, afin d'introduire sa nouvelle confrontation face à Tetsuo. Un visuel noble et impactant qui met parfaitement bien en valeur notre personnage, et, malgré son sourire narquois, nous rend palpable cette soudaine tension atmosphérique. La dernière fois que nous l'aperçûmes, en page-titre, sous ce même angle de vue, enrobé d'une telle maturité et annonciateur d'une même palpitation, c'était sur celle de l'épisode 15, juste avant la guerre des gangs, ou plus sensément, juste avant sa future confrontation contre Tetsuo. À croire que finalement, Kaneda ne peut exister qu'au travers de numéro 41. Ce qui est normal, car leur amitié est le fil conducteur de cette saga. D'ailleurs, notre jeune n'apparaîtra plus par la suite en page-titre. Si en fait, une dernière fois, afin d'instaurer sa consécration. Nos deux potes se retrouvent donc face à face. Ils échangent leurs paroles sous des airs condescendants, semblant se replonger au lendemain de la guerre des gangs. Kaneda est concentré. Il pointe le laser sur son rival, lui affirmant même que Yamagata et les autres l'attendent aux portes de l'enfer. Sans hésiter, il envoie une première salve que Tetsuo parvient à canaliser d'un simple geste. Notre jeune démontre sa contrariété, alors que numéro 41 arbore un sourire puant de fierté. Mais Kaneda en remet une couche, parlant de cette lointaine époque où il traînait en bécane pour savoir qui arriverait le premier. Mais Tetsuo fait mine de ne pas se rappeler. Et, tout en criant le nom de son ami, Kaneda tire à nouveau, dans un balayage horizontal, engendrant une vide explosion dans le couloir du stade. La fumée se dissipe, mais plus personne. Numéro 41 s'est volatilisé. L'adolescent, l'arme toujours bien affermie sous son bras, virevolte dans tous les sens. Il se questionne. Il finit par entendre une voix l'interpellant depuis l'extérieur. Tetsuo est là, montant les marches des tribunes et narguant son pote. Mais ce dernier ne porte pas attention à ses sarcasmes et continue de tirer, farouchement. Après une énième tentative, il parvient finalement à mettre à terre numéro 41, qui semble alors perdre patience. Sous un regard furibond, il fait craquer les gradins et envoie valdinguer son ami dans un geyser de poussière. Sur la Security Ball, Kai est surpris par cette soudaine détonation. Il essaie de prendre contact avec Joker. Ce dernier est à l'extérieur du stade, il répare sa plateforme et tâche de rester concentré face aux insultes de son collègue. Mais les invectives deviennent si intempestives et répétitives qu'il finit par céder. Et c'est en voulant lui répondre qu'il remarque que sa radio est endommagée. Kai croise alors un motard de la bande qui lui apprend leur altercation avec les soldats de l'Empire. Notre jeune effronté lui annonce qu'ils ont trouvé Tetsuo et que Kaneda a amorcé le combat, mais qu'il ne pourra pas tenir seul très longtemps. Il décide donc de s'emparer de la bécane de son pote et lui somme d'évacuer Akira le plus loin possible et de prendre contact avec Joker, reproduisant avec stupeur les ordres qu'il reçut de Kaneda. Kai file sur les chapeaux de roue. Dehors, numéro 41 fait face à l'anfractuosité causée par sa dernière attaque. Il observe et remarque son ami en bas des tribunes, dans une position inconfortable et le regard irrité. Il le nargue. Mais Kaneda se met en position de tir, et Tetsuo écarte les bras, lui proposant de viser juste cette fois-ci. La station qu'arbore le jaune à ce moment est la même que celle qu'il exposa au tout début de l'épisode 17. C'était alors un Hudson qui pointait sur son pectoral. À cette époque, numéro 41 avait provoqué Kaneda dans cette posture, car il savait pertinemment que ce dernier n'allait pouvoir tirer. Ils étaient amis. Dans ce présent bien concret maintenant, Tetsuo s'affiche de la même manière, car il doit être imbibé par la même certitude. Kaneda ne pourra jamais le tuer, il est son ami. Mais si ce sont vraiment ses pensées, il ne fait alors aucun doute qu'il doit être aussi persuadé de l'inverse. Lui non plus
ne pourra jamais tuer son meilleur pote. Nous nous retrouvons donc dans une situation identique à celle vécue lors de la guerre des gangs, et nos deux jeunes persistent à nier cette fatalité. Finalement, nous sommes face à deux impubères qui cherchent juste à savoir qui est la plus grande. Et ce n'est pas arrogant de postuler une telle conclusion, c'est de leur âge. Mais soudain, Tetsuo écarquille les yeux. Il sent une présence en amont des gradins. Il se retourne brusquement et perçoit Kei, qui titube avec difficulté. Une planche imposante et invraisemblable nous la montre alors, ses vêtements déchirés, mais le visage mimé d'une profonde ténacité. Numéro 41 la dévisage, avec stupeur et effarement. Kaneda, lui, est totalement désabusé de voir sa compagne en ces lieux. La jeune femme se concentre, les cheveux en bataille, le regard vif, la mâchoire contractée. Tetsuo constate son état déplorable, mais se retrouve soudainement dans l'incapacité de bouger. Ses alentours s'exposent alors en négatif. Son pied nu s'embourbe dans le béton usé des tribunes. Il grimace, encerclé par des pierres en lévitation. Depuis son temple, Miyako ordonne à Kei de ne pas se battre, mais celle-ci persiste et des faisceaux obscurs enrobent la corpulence d'un Tetsuo accroupi. L'explosion est inévitable. Un dôme d'énergie sombre convulse l'adolescent dans une perspective accablante, mais ce dernier parvient à s'échapper. Toujours emporté par une mise en scène claire et structurée, numéro 41, contrarié, se télétransporte silencieusement jusqu'à la jeune femme qui reste tétanisée par cette surprenante irruption. Il lui inflige, sans se faire attendre, une salve du pouvoir, et une boule énergétique la perfore de part en part. Kaneda est ébouriffé. Le colonel, posté à l'autre extrémité du stade, observe, impuissant. Mais Kei ne fait plus face à Tetsuo. Elle a disparu pour réapparaître sous les gradins, dans ce hall carrelé qui servait de couche à Akira. Des soldats de l'Empire sont présents, sûrement en train de mener une offensive contre la bande à Joker, et s'étonnent de cette prompte intrusion. La jeune femme se relève, éreintée, fait valser sa chevelure à l'écoute d'un tremblement strident. Et soudainement, soutenant son bras gauche ensanglanté, elle offre un visage fardé d'une effroyable frayeur. Numéro 41 se trouve juste derrière elle. Elle se retourne, reste concentrée, tâche de se maîtriser et lève alors sa main droite pour porter une attaque. La voix de la prêtresse résonne subitement dans son cortex, lui interdisant de faire quoi que ce soit. Mais la jeune femme s'obstine dans la désobéissance. Le sol se craquelle, le carrelage commence à virevolter. Tetsuo ressent la pression énergétique et ses paupières se contorsionnent dans l'amertume. Kei poursuit son acte. Elle mimétise à la perfection la posture des moines de Miyako et inflige un coup fatal sur l'adolescent qui se volatilise. Si le plan de la prêtresse consistait réellement à utiliser la puissance de Tetsuo pour éliminer Akira, on se rend compte que celui-ci n'est pas appliqué pour l'instant. Même s'il nous est difficile de conceptualiser le déroulement d'un tel plan, il ne fait aucun doute qu'à ce moment, Kei dégage de véritables offensives sur numéro 41. Elle l'attaque de plein front. Cela semble évident, à moins qu'il y ait entre les vignettes des sous-entendus visuels qui nous échappent. Ce qui nous oblige à nous questionner sur le comportement de Kei, vu que quelques chapitres auparavant, elle paraissait inquiète pour Tetsuo. Elle donnait même l'impression de vouloir lui venir en aide. Nous avons tous constaté que la jeune femme ne porte aucune attention aux recommandations de la vieille, ce qui laisserait supposer que cette première agit pour son compte. Kei agit de son plein gré. Elle souhaite se prouver quelque chose. Elle, qui fut en manque d'affection, qui est psychologiquement bouleversée, veut s'attester à elle-même qu'elle est capable de quelque chose, seule. Et même si elle n'a absolument rien à nous démontrer, ses attaques successives contre Tetsuo ne sont que la marque de sa détermination, de son obstination à vouloir rester en vie. Sûrement pour être près de Kaneda, mais surtout pour tenir la promesse qu'elle fit à Obasan. Bref, numéro 41 a disparu de l'arène. Kei est essoufflé. Mais soudainement, le mur se fissure, et une vignette colossale nous montre le hall se désintégrer, son sol se disloquer sous une ondulation impondérable. Les hommes de l'Empire se font éjecter. La jeune femme tâche de maintenir son équilibre. Et, noyée par une poussière albâtre et des débris divagants, la silhouette de Tetsuo affleure dans un clair-obscur admirable. Son visage est rayonnant de fierté, son regard sagace, son sourire cynique. Il est apparemment content de son tour de passe-passe. Dans les couloirs, le pote à Joker est toujours sur la Security Ball, à l'arrêt. Il semblerait qu'il n'arrive pas à la mettre en marche. Akira est là, impassible, mais il ouvre promptement la bouche pour la seconde fois. Il m'appelle. Cette phrase est aussi traumatisante que ce portrait du mutant diluant sa candeur dans une trame ondoyante. Depuis le début de la saga, ou tout du moins depuis que Tetsuo fut nommé numéro 41 par le colonel, notre adolescent sut se montrer sensible aux forces attractives du jeune môme. Déjà,
Dans le QG de l'armée, face au docteur, il semblait entendre ces 3 katakana vibrer dans sa cage cérébrale. Pendant l'après-midi du 16 avril, il était totalement attiré par la chambre cryogénique et par l'envoûtement de numéro 28. Après la destruction de Néo-Tokyo, il dévalait les rues marécageuses, s'harmonisant à un magnétisme bien précis. Même lorsqu'il s'extirpa du flux invariant, sa course se termina vers ce point gravitationnel que représentait le mutant. Je ne dirais pas que durant tous ces instants, Akira appelait notre adolescent, mais plutôt que Tetsuo réagissait, comme s'il répondait à ses appels. Cette emprise psychoactive, dont je fis allusion assez fréquemment dans le passé, ne se manifestait que dans un seul sens, de numéro 41 jusqu'à numéro 28. Et ici, à ce moment précis, devant ce portrait ingénu, cette emprise change de sens. Ou tout du moins, elle semble s'expliciter de façon plus interactive. Non pas que Tetsuo appelle Akira, mais ce dernier se comporte comme s'il répondait aux appels du premier. À ce moment du récit, donc, quelque chose est en train de changer. La relation lysergique qui unit nos 2 enfants devient alors totale, comme s'ils se nécessitaient mutuellement. Mais pourquoi maintenant? Les faits sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. En recevant en pleine poitrine ce gaz bactérien, spécialement conçu par le génie génétique, Tetsuo avait retrouvé son apparence normale, soit, mais plus que tout, ses affres s'étaient pleinement évaporés. Il aura donc fallu attendre que numéro 41 soit vidé de toute douleur, qu'elle soit interne ou externe, pour que sa connexité avec Akira puisse devenir totale et symétrique. Et je me rappelle alors de l'intense dialogue entre Miyako et Tetsuo. La prêtresse avait ordonné à l'adolescent d'arrêter les cachetons, afin qu'il puisse pleinement exprimer son potentiel. Mais elle lui avait aussi promis qu'en agissant de la sorte, ses affres disparaîtraient, et qu'il pourrait comprendre Akira. La vieille avait raison. D'où la dramaturgie que procure la vision de ce portrait séraphique de numéro 28. Au travers de ses yeux liquéfiés et translucides, on se rend compte à quel point ce môme est finalement imperméable à toute souffrance. Dominant les ruines périclitées de la cité, le dirigeable fait soudainement apparition. À terre, Simons prélève des données. Il est alors surpris par la survenance d'une acoustique inappropriée. Perché sur un immeuble face au stade, Ryu se retourne, intrigué par cette même sonorité. Depuis le temple de Miyako, un moine observe aux jumelles. Il est estomaqué. Une flopée de bombardiers s'extirpe de l'horizon nuageux. Dans une ruelle, Chiyoko, seul, reconnaît pleinement ce bruit. Au pied de l'arène olympique, Joker continue de réparer sa plateforme. Il perçoit ce grondement et en déduit parfaitement sa provenance orientale. Et une vue plongeante nous montre cette flotte aérienne avec les ruines de la capitale en toile de fond. Au sol, les gens du peuple réagissent et s'imaginent que c'est la Croix-Rouge qui vient leur apporter des vivres. Beaucoup se précipitent afin de réceptionner les précieuses cargaisons. Mais dès les premières explosions, ils prennent conscience de leur erreur de jugement, et des mégatonnes de bombes s'écrasent sur la ville, prolongeant sa pulvérisation. Les obus sont lâchés sans réflexion, ni objectif précis. Ils détonnent dans le plus beau des hasards, causant mort et destruction. Le monastère de Miyako est d'ailleurs touché, et la prêtresse ordonne à ses moines de protéger Masaru et Kyoko, quoi qu'il en soit. La vieille priorise indéfectiblement la vie des mutants avant la sienne, ce qui signifie que l'exécution de son plan a plus besoin d'eux que d'elle-même. C'est ensuite au tour du stade olympique d'être en proie aux explosions. Kaneda est ahuri. Le colonel tente de se mettre à l'abri, et les soldats de l'Empire, dans un élan de désespoir, prennent les armes en hurlant Banzai, reproduisant ainsi une scène qu'avait conceptualisée Tetsuo durant son délire. Même si cette prémonition de la part de numéro 41 est intéressante, car elle prouve que son cauchemar n'était pas seulement lié à sa propre personne, je souhaite m'arrêter sur ce jeu de vignettes afin d'aborder une thématique que j'ai négligée jusqu'à présent, le peuple. Au début du récit, à l'époque où Néo-Tokyo resplendissait de mille feux, nous fûmes que très peu de fois confrontés à lui. Lors du kidnapping de Takashi, on put constater sa friandise pour les commérages ambiants. Durant la guerre des gangs, on put l'observer passionné à la table d'un resto. Au stade olympique en construction, il se révéla travailleur et épuisé par ses dures journées de labeur. Suite à l'activation de l'alerte de code 7, on le sentit affolé et catastrophé par la menace nucléaire. Aux prémices de la manifestation d'Akira, une sublime double page nous le présentait, savourant ses instants de vie, à la maison, en famille. Donc, avant le cataclysme, pour ce qui nous fut possible de voir, le peuple de Néo-Tokyo était tout ce qu'il y a de plus banal, de plus ordinaire et standard. Par la suite, on ne peut pas dire que nous ayons été noyés par plus de visuels le concernant. Cependant, nous observâmes clairement une scission au sein de cette banalité. À l'est,
Miyako ouvrit les portes de son temple afin d'accueillir les rescapés du désastre. À l'ouest, Migite mit en place le grand empire de Tokyo pour créer une nouvelle nation, même s'il voulait surtout répondre à une soif de pouvoir. Dans ce contexte inédit, nous nous sommes donc retrouvés face à deux types de peuples. À l'est, il s'entassa dans des camps de réfugiés. Il passa son temps à faire la queue et des prières. Une infime minorité osa enfreindre le règlement, mais globalement, cela restait un peuple plutôt passif, soumis à l'autorité religieuse. À l'ouest, il crevait de faim, se soumettait à la violence politique et se noyait dans la déchéance. Mais il pissait dans la rue, dansait, s'exhibait et s'éclatait de rire. Et ce présent jeu de vignettes nous montre ce peuple de l'Ouest, celui du Grand Empire, prêt à se battre pour défendre sa patrie, sa nation, sa souveraineté. Il nous révèle un peuple prêt à se sacrifier pour préserver le peu d'humanité qui lui reste. D'ailleurs, l'image qui résumait le mieux cette humanité nous fut révélée au cours de l'épisode 85, lorsque ce même peuple, celui de l'Ouest, observait à l'œil nu ce geyser de matière s'extirper de la Lune. Sans utiliser d'épaisses lentilles, il sut nous démontrer, en toute simplicité, et malgré son apparente ingénuité, sa profonde sensibilité. Maintenant, à cet instant précis, alors que des mégatonnes de bombes leur tombent sur la tête, ces patriotes du Ponant sont les seuls à prendre les armes et à défendre ce pourquoi ils sont là. Et cette image du sbire de l'Empire qui brandit son drapeau en criant Banzai est la métaphore absolue de cette effervescence patriotique, peut être si chère au Japon. Mais les obus percutent le stade, explosent et envoient valdinguer ce même peuple déchu. Kaneda, de son côté, tente d'échapper à ce carnage, mais se retrouve projeté par le souffle. Il s'écrase à terre. Soudain, une implosion perfore les gradins depuis l'intérieur et éjecte Kei dans les airs. Dans une image qui n'a de sublime que sa propre simplicité, Tetsuo refait surface, s'extirpant de la masse poussiéreuse. Il constate le pilonnage du stade et ne semble pas avoir remarqué la présence de Kaneda, qui pointe sur lui son laser. Mais ce dernier ne fonctionne plus. Le câble de la batterie est coupé. Numéro 41 continue de regarder Kei en aval et lui annonce qu'il souhaite en finir. Son visage s'emmitoufle alors d'un sourire profondément sadique et sarcastique. La jeune femme se retrouve immobilisée. Son corps devient lourd comme du plomb et commence à attirer toute la matière avoisinante. Elle est prise au piège, coincée par des blocs de béton armés, et, recouverte d'une trame sombre et oppressante, elle hurle le prénom de son ami. Kaneda réagit aussitôt. Il s'élance avec fougue sur Tetsuo et lui assène un violent coup de crosse. La vue en contre-plongée de la page suivante est hallucinante. Elle nous montre numéro 41, juste après le choc, dans un immobilisme déconcertant. Cependant, on parvient sans peine à ressentir la virulence du coup infligé par Kaneda, grâce à ces fuyantes que génèrent les katakana de l'impact. Tetsuo s'écroule au sol, libérant de ce fait Kei de son emprise magnétique. Sur le porte-avions, l'amiral reçoit le compte-rendu de l'attaque furtive menée sur la capitale. Il apprend aussi, au travers d'un sourire jubilatoire, que Floyd, leur satellite militaire, se trouve maintenant sur la bonne orbite, juste au-dessus de la baie de Tokyo. Il ordonne la mise en fonctionnement, qu'il souhaite dans les 20 prochaines minutes. Une vue spatiale nous montre alors Sol et, légèrement en retrait, Floyd. Le design de ce dernier me fait d'ailleurs étrangement penser, de très loin, à celui du Corona, la navette intersidérale du court-métrage de Kanojo de Homoide. Voilà donc pour cette 13e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait énormément plaisir. Je remercie tous ceux qui laissent des commentaires, des encouragements. Merci infiniment. Donc une petite parenthèse, quand j'aurai fini donc toutes les analyses, je vais sortir un making-of, où donc je vais expliquer un peu comment j'ai fait toutes ces vidéos. Et donc en l'occurrence, le making-of sera consacré donc à cette vidéo. Voilà, j'ai fait en gros, je sais pas, peut-être 20 à 30 heures de capture d'écran. Voilà, donc je ferai un making-of consacré donc à cette analyse. Voilà. Donc, comme d'hab, l'écriture donc de la 14e vidéo est quasiment terminée. Donc pareil, je pense qu'elle sera en ligne d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. Merci encore pour tout et je vous dis à la prochaine. Ciao.